Vous écoutez La Grande Évasion dans le Sud sur Fréquence Évasion, l'actualité du Grand Sud, info et détente. Vous écoutez Fréquence Évasion dans quelques instants, La Grande Évasion dans le Sud. Nous serons à Bergerac, à tout de suite. Loisirs, culture, environnement, économie. Sur Fréquence Évasion, l'info dans le Sud est sans limite. Fréquence Évasion, la culture du Grand Sud. Nous sommes en compagnie de Monsieur Pascal Dupuis, directeur de l'Office de tourisme de Bergerac. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, situons Bergerac pour les personnes qui se trouvent à l'étranger et qui nous écoutent via Internet. Comment fait-on pour y venir? Où se trouve Bergerac? Bergerac est une jolie petite ville de 30 000 habitants, au cœur de la Dordogne, autrement dit du Périgord. Ça se situe en Aquitaine, région Aquitaine, et à une centaine de kilomètres à l'est de Bordeaux, sur la même ligne. Et ça se trouve sur la vallée de la Dordogne, puisque cette rivière magnifique berce depuis toujours la ville de Bergerac. Oui, une très jolie région. Voilà. Pouvez-vous nous parler de Bergerac à travers l'histoire? Quelle est l'origine déjà de ce nom Bergerac? Alors il y a plusieurs hypothèses, l'une qui fait allusion à la notion de berge, puisque, comme je vous l'ai dit, la ville a été construite à partir des bords de Dordogne. Une autre fait état d'un très très lointain ancêtre qui était, si vous voulez, à l'époque gallo-romaine et qui était un commerçant, un négociant, un marchand qui avait un nom, je ne me souviens plus exactement lequel, mais qui avait une consonance proche de Bergerac. Mais il y a plusieurs hypothèses, si vous voulez. En tout cas en occitan, Bergerac devient Brageirac. Voilà, donc c'est les deux noms qui aujourd'hui ont encore cours quand on veut désigner la ville. D'accord. Alors quels sont les points forts à travers le temps de Bergerac? Les points forts à travers le temps, c'est au travers de l'histoire? Oui, tout à fait. Bergerac a eu plusieurs époques, et notamment une époque très très dynamique dans le sens de la prospérité. C'était une ville très importante au niveau du 14e, 15e, 16e siècle, de par sa localisation géographique, de par le fait qu'elle disposait d'un port sur la Dordogne, qui à l'époque était le seul moyen de transport sûr, que ce soit pour les marchandises ou pour les personnes. Et donc la prospérité était largement liée à l'activité commerciale, liée à la batellerie et donc au transport fluvial. Ça, ce sont les grandes époques. Les grandes époques également liées à la religion, puisque traditionnellement Bergerac était un fief protestant, huguenot, et malgré les nombreuses années de guerre de religion, la ville a été relativement épargnée dans le sens physique par ces guerres, dans la mesure où, comme elle était très prospère, cette ville de Bergerac et la région autour, eh bien, c'était de l'intérêt de personne que de la ruiner. Donc nous avons là aussi la chance d'avoir un vieux quartier aujourd'hui qui date de ces lointaines époques et qui permet de se rendre compte de l'influence que pouvait avoir à l'époque l'élite protestante de Bergerac sur l'architecture, sur l'économie, etc. Tout ceci a pris fin avec la révocation de l'édit de Nantes, puisqu'il n'était plus donc possible à ces personnes, à ces protestants, de pratiquer leur culte en toute liberté. Il y a eu donc une exode massive en direction des pays de l'Europe du Nord, où ces gens-là sont allés s'installer. Alors à l'époque, il y avait des bateaux qui transportaient les marchandises. Voilà, ces bateaux qu'on appelle des gabarres. Voilà, c'est ce que je voulais vous faire dire. C'est un nom générique. Et ces gabarres avaient plusieurs fonctions. Elles pouvaient descendre la rivière à partir de Bergerac jusqu'à Libourne, par exemple, mais elles pouvaient aussi remonter d'autres marchandises dont nous avions besoin dans nos contrées. Parfois, ces embarcations, ces bateaux étaient tellement importants qu'ils ne faisaient qu'un seul voyage, et ils étaient détruits en bas de la vallée parce qu'il était impossible de les remonter. Vous savez que la remontée se faisait par halage, d'où l'existence de tous ces chemins de halage de part et d'autre de la rivière. Et bien certains bateaux étaient construits pour un seul voyage, ce qui peut paraître incroyable aujourd'hui. Oui, c'est incroyable. Donc qu'est-ce qu'on transportait? En descendant, on transportait
si vous voulez, du bois qui venait de la Haute-Vallée, du pays de Corrèze par exemple. Avec ce bois, notamment, on fabriquait des fûts, des tonneaux. Dans ces tonneaux, bien entendu, on mettait du vin, et du vin de Bergerac, à une époque où le vignoble était encore plus important que maintenant, mais à une époque où on ne savait pas aussi bien garder le vin intact. Donc il fallait aller très vite souvent. Donc ce vin était ensuite embarqué via les tonneaux sur des gabarres, et ces gabarres descendaient jusqu'à Libourne, voire Bordeaux, et là on transbordait le vin sur des bateaux de haute mer. À l'inverse, on remontait toute une série de denrées, notamment du sel, pour approvisionner le pays. Alors aujourd'hui, où se situe Bergerac au niveau économique et quels sont les points forts qui font vivre Bergerac et sa région ? Alors, il y en a plusieurs, bien entendu. Bergerac, c'est la deuxième ville de département après Périgueux, c'est la sous-préfecture, donc il y a déjà naturellement une organisation administrative qui en découle. C'est une ville traditionnellement très commerçante, avec un tissu commerçant très développé. Ça n'est pas une grande agglomération dans le sens où la ville elle-même est vraiment au cœur d'une très vaste campagne. Il n'y a pas de grande zone, si vous voulez, industrielle ou commerciale autour, qui fait que dès lors que l'on sort de cette ville, qui est malgré tout assez étendue, on est tout de suite dans les vignes. Parce que l'un des éléments forts de l'économie, bien entendu, c'est la viticulture, avec un vignoble très très important, les vins de Bergerac, qui couvre 12 000 hectares, qui représente 13 appellations AOC et environ plus d'un millier de vignerons. Une partie d'entre eux produisent en tant que vignerons indépendants, mettent en bouteille eux-mêmes, et encore une autre partie d'entre eux font partie de réseaux particulièrement ouverts sur l'activité touristique, d'où un développement du tourisme viticole. D'autres éléments concourent à l'économie, comme de l'industrie chimique, papetière, qui est traditionnelle aussi dans la région, et des industries de pointe en matière d'électronique, notamment, et d'électronique médicale aussi, mais qui sont moins médiatisés, on va dire. D'accord. Et Bergerac est également une ville de culture. Que propose la ville de Bergerac au niveau culturel sous ses différentes facettes, concerts, cinéma, théâtre, festivals, etc. Alors c'est assez varié, même si on ne peut pas parler d'événements majeurs pour Bergerac, il n'y a pas un festival, si vous voulez, qui se détache comme ils peuvent exister dans d'autres villes. Nous avons une saison culturelle importante grâce à une programmation performante et efficace au niveau de notre centre culturel, qui est un magnifique auditorium de très 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 belle qualité, avec de très nombreuses têtes d'affiches qui sont accueillies tout au long de l'année, notamment en matière de théâtre, mais aussi de concerts et de danse. Ensuite, nous avons des musées, dont le plus important est le musée d'anthropologie du tabac, qui est très très intéressant à visiter. C'est un cas unique en Europe, parce qu'il a des collections d'objets, tous en rapport avec l'usage du tabac au fil des siècles, et il est très très intéressant de voir justement l'aspect sociologique et anthropologique de l'usage qu'on a pu faire au fil des ans et des siècles de cette plante dont l'origine remonte à l'Amérique latine. Et on explique très bien comment à certaines époques il était bienvenu et bien vu de consommer du tabac de diverses manières, alors qu'aujourd'hui vous savez comme moi que c'est bien tout à fait le contraire. Tout à fait. Donc c'est pas du tout un musée qui va faire l'apologie effectivement du tabac en tant que substance à consommer, mais qui explique comment ça a pu être différemment perçu en fonction des âges. Alors à part les musées, quels sont les différents monuments ou curiosités que nous pouvons découvrir à Bergerac ? Alors il y a d'abord un très très beau quartier historique qui est facile à identifier et dont la visite se fait de diverses manières. La plus facile, c'est de le faire par soi-même en ayant préalablement soit téléchargé une application sur votre smartphone ou iPhone ou divers téléphones. Vous pouvez passer à l'office de tourisme pour recueillir un petit opuscule qui vous permet aussi de faire cette visite avec un commentaire et un itinéraire pédestre qu'on vous suggère. La plupart du temps, on arpente des rues piétonnes. Et puis, vous pouvez prendre part à des visites guidées, accompagnées, que l'office de tourisme propose également. Toujours dans ce même vieux quartier, qui permet en fait de remonter le temps jusqu'à l'origine de Bergerac, que l'on situe à peu près à la fin du Xe siècle, tout au bord de la Dordogne. Et vous traversez des quartiers avec une architecture très très caractéristique des villes fluviales, et puis également des époques Renaissance et Moyen-Âge. Alors je suppose qu'il y a eu des personnages historiques qui ont marqué Bergerac à travers le temps. Alors vous supposez bien, mais le plus connu d'entre eux n'est pas forcément le plus représentatif. Je pense à Cyrano. Voilà. Et je pense que vous pensiez à ça aussi. Bien sûr. Alors Cyrano de Bergerac, tel qu'on le connaît, c'est-à-dire le héros de la pièce de théâtre d'Edmond Rostand, a été inspiré
par un vrai personnage qui s'appelait Hercule Savien de Cyrano. Mais ce qu'on ne sait pas toujours, c'est que ce vrai personnage n'a jamais mis les pieds à Bergerac. Ah oui. Et encore moins est-il né à Bergerac, surtout ne pas chercher sa maison natale. Ah, d'accord. Donc, pourquoi Eh bien, simplement, ce véritable Cyrano qui a existé, qui est né dans la région parisienne au début du XVIIe siècle, a inspiré Edmond Rostand parce qu'il a eu lui-même une vie très épique, un homme à la fois un homme de lettres mais un homme d'épée. À un moment donné, il a voulu intégrer le corps prestigieux des mousquetaires du roi, des cadets de Gascogne, mais quand on s'appelle Hercule Savinien de Cyrano, c'est pas très très sud-ouest comme nom. Donc il a cherché à prendre un sobriquet, un surnom qui fasse penser au sud-ouest, et il a pris le nom de Bergerac, tout simplement parce qu'il avait une propriété familiale dans laquelle il passait des vacances étant enfant, dans la région parisienne, dans la vallée de Chevoise, qui s'appelait Bergerac. Donc naturellement, il a pensé prendre ce nom-là, et c'est sous ce nom-là qu'il a pu intégrer les cadets de Gascogne, et c'est la vie de cet écrivain, cette vie un peu héroïque, qui a inspiré Edmond Rostand, qui, pour le coup, l'a fait effectivement venir de Bergerac. Oui, bien sûr. On parle de la verte douceur des soirées sur la Dordogne, dans le texte de la pièce, ce n'est pas pour rien. Donc du coup, c'est devenu le héros national, ou local en tout cas, et toute la population se l'est accaparée. On trouve des statues de Cyrano, et nous sommes en train de développer un espace entièrement dédié, un espace muséographique, scénographique, entièrement dédié à ce personnage. Et à part Cyrano de Bergerac, il y a d'autres personnages ? Il y a quelques personnages, mais beaucoup moins célèbres, qui sont effectivement nés dans la vie. Il y a un homme politique qui s'appelait Mène de Biran, et il y a un éminent chercheur dans médecine gynécologique qui s'appelle Samuel Pozzi, et il y a un ingénieur qui s'appelle Albert Claveil. Enfin, il y a beaucoup de personnages, mais d'une notoriété bien moindre. D'accord. Quelles sont les principales fêtes ou festivals que l'on retrouve à date régulière tout au long de l'année ? Alors tout au long de l'année, il existe un certain nombre de rendez-vous. C'est vrai qu'ils se concentrent beaucoup sur la longue saison d'été, va-t-on dire. On peut commencer par exemple par un festival de jazz qui se déroule au mois de mai, qui s'appelle Jazz en Chais. Et dont, comme son nom l'indique, la particularité, c'est qu'une bonne partie des concerts se déroulent dans des propriétés viticoles. On a d'autres rendez-vous c'est original, ça. Tout au long de la saison, je dirais, d'avril à octobre, avec notamment une soirée bodega très festive dans les rues de Bergerac au mois de juin. Il y a plusieurs jours autour du 14 juillet qui sont consacrés aussi à la gastronomie et à la musique. On appelle ça l'assiette de Cyrano. Il existe également un festival de musique classique ou moins classique tous les ans qui s'intitule l'été musical en Bergerac, et qui compte un grand nombre de très beaux concerts, dont une partie ont lieu à Bergerac et l'autre dans la région tout autour. Il existe depuis 4 ans un festival flamenco qui a un succès considérable, avec des dizaines de milliers de personnes qui viennent à Bergerac et qui assistent à des spectacles et des concerts gratuits. Voilà, enfin beaucoup de choses, sans compter tout ce qui est rendez-vous réguliers, les mercredis du jazz, le mardi on a du folklore occitan, nous avons également les jeudis toutes les associations de danse, de salons de la ville qui se mettent à disposition du public dans les rues pour les initier au cha-cha, au mambo, etc. Donc il y a beaucoup d'animations qui jalonnent toute cette longue saison. Et peut-être des marchés de Noël en fin d'année. Alors, marché de Noël, c'est moins traditionnel ici que ça ne peut l'être en Alsace, par exemple. Mais effectivement, on a régulièrement, pas systématiquement tous les ans, mais des marchés de Noël qui sont mis en place. Les dernières éditions, ça se passait dans un cadre très joli, puisqu'il s'agit du cloître des Récollets, qui est en fait la maison des vins. C'est la vitrine officielle du vin de Bergerac, en bord de Dordogne, un magnifique bâtiment. Et le petit marché de Noël se déroule dans ce très joli cadre-là. On a également un rendez-vous type marché, mais marché plus brocante et marché aux puces tous les dimanches de toute l'année, les premiers dimanches de chaque mois. Le matin, l'ensemble de la vieille ville est envahi par les brocanteurs, etc. On marque une pause dans la grande évasion, on revient dans quelques instants. Radio Fréquence Évasion, le son de la Côte d'Azur. La météo en France, dans notre grand sud.
Quel temps fait-il en Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon et Provence-Alpes-Côte d'Azur? Pour le savoir, cliquez sur Météo. Chaque jour, Fréquence Évasion vous offre la météo grâce à Météo France. Chaque jour sur Fréquence Évasion Grand Sud, info, loisirs, culture, environnement et détente. Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. De Menton à Toulouse, Radio Fréquence Évasion, le soleil du Grand Sud. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, toujours en compagnie de Pascal Dupuis. Alors, quelles sont les spécialités culinaires de la région ? Alors, d'abord, la question qu'on peut se poser, y a-t-il des spécialités culinaires dans la région ? Déjà. Et de quelle région parle-t-on ? S'il s'agit de la cuisine périgordine à proprement parler, on va, disons, élargir et dire on a des spécialités que l'on va facilement retrouver dans l'ensemble de l'Aquitaine, du sud-ouest, avec un recours très fréquent à cet animal adorable qu'est le canard, et à l'oie, décliné sous toutes les formes de confit, de magret, d'aiguillettes, de foie gras, etc. Et on a aussi des produits de très grande qualité, parfois moins connus, mais qui ont donné lieu à des AOC, comme la fraise du Périgord, qui est une fraise extraordinaire avec diverses variétés, notamment la Marat des Bois, la Charlotte, la Gariguette, qui sont extraordinaires et qu'on arrive à consommer très longtemps à partir du mois d'avril jusqu'au mois d'octobre. Également des noix, avec une AOC Périgord tout à fait remarquable. Et le produit le plus emblématique, si j'accepte le vin, dont on a évoqué l'existence, eh bien c'est la truffe. Alors, pas spécialement Bergerac, mais c'est l'ensemble du Périgord, parce que la truffe du Périgord, Tuberea melanosporum, dans son appellation scientifique, eh bien c'est à la fois un objet de fantasme, c'est un peu mystérieux parce qu'on ne comprend pas toujours très bien comment ça peut pousser, mais qui donne lieu à plein de marchés avec tout leur décorum spécifique. Les trufficulteurs sont souvent des gens passionnés qui sont également intéressants à écouter raconter leur métier. Donc cette truffe, elle mobilise beaucoup de gens et beaucoup d'attention parmi les produits traditionnels du Périgord. Un peu comme en Provence. Absolument. Il y a beaucoup de personnes qui émigrent du nord vers le sud. Est-ce que vous le constatez à Bergerac ? Est-ce qu'il y a des personnes du nord qui viennent s'installer dans la région ? Alors oui, c'est un phénomène très spectaculaire en Dordogne, puisque nous gagnons en démographie, et pas que des personnes âgées qui viennent pour se retirer lors de leur retraite. Il y a aussi une implantation de gens actifs, de familles, donc les choses sont orientées dans le bon sens. Le phénomène le plus spectaculaire, bien entendu, vient des Britanniques. Des Britanniques qui, depuis plusieurs années maintenant, s'installent en Dordogne, ils recréent souvent des activités. On a plusieurs centaines d'entreprises créées en Dordogne par des Britanniques depuis une dizaine d'années. Le phénomène est également très vrai pour les Néerlandais, mais avec un degré un peu moindre. Et cette tendance, elle a été dynamisée, développée encore plus par l'explosion de la fréquentation de l'aéroport de Bergerac, qui s'est ouvert à tout un tas de destinations qui n'existaient pas autrefois grâce aux compagnies low cost. Et grâce à ces compagnies aériennes, aujourd'hui, l'aéroport de Bergerac, qui s'est largement agrandi, eh bien, accueille 300 000 passagers tous les ans et est en connexion directe avec une douzaine de îles-destinations, dont la plupart sont en Grande-Bretagne, mais également les Pays-Bas et la Belgique. D'ailleurs, il y a beaucoup d'Anglais qui viennent s'installer du côté de Sarlat. Vous n'êtes pas loin de Sarlat ? Nous sommes à 70 km de Sarlat, et effectivement les Britanniques s'installent à Sarlat, mais de manière très globale partout en Dordogne. On a observé, c'est peut-être même en Bergeracois qu'on observe l'implantation des colonies les plus importantes, si l'on peut dire, parce que les Anglais sont des gens qui s'intègrent parfaitement bien et qui ne vivent pas ensuite en autarcie. Au contraire, ils font tous les efforts possibles pour s'intégrer localement. Donc on a des petits villages comme Ici-Jacques, ou un peu plus gros comme Aimé, dans le sud bergeracois, où vous avez parfois le sentiment d'être dans un petit village du Sussex, tant vous entendez de personnes parler anglais, même en plein hiver. Un petit peu comme Dôme. Un petit peu comme Dôme, tout à fait. Alors pour les personnes qui voudraient s'installer à Bergerac, quelles sont les infrastructures qu'offre la ville ? Alors, je crois que la ville offre toutes les infrastructures
disons, l'on peut souhaiter de manière générale, que ce soit en termes culturels, administratifs ou sportifs et scolaires, lycée, collège, hôpital, clinique, donc établissements de formation de toutes sortes, même de formation supérieure. Il y a quelques BTS qui sont organisés localement. En matière sportive, nous avons toutes les possibilités d'accès à la plupart des disciplines sportives avec des installations de qualité, également de piscines municipales, un énorme club d'aviron qui est le sport roi ici et depuis toujours. Voilà, donc beaucoup d'avantages. Une connexion routière qui s'est améliorée depuis que nous disposons d'une bretelle de raccordement à l'autoroute A89 qui rejoint Bordeaux et Clermont-Ferrand. De même, le train qui s'améliore chaque année avec des TER qui permettent de rejoindre Bordeaux ou tout simplement Libourne pour rattraper un TGV vers Paris, ce qui fait que vous êtes à peu près à 4 heures de Paris depuis Bergerac. Oui, intéressant. Alors pour les touristes, je suppose qu'il y a des hôtels, des chambres d'hôtes, des tables d'hôtes. Alors nous avons effectivement une offre touristique très importante. Considérez que le tourisme représente à peu près 20 à 25% du PIB local. C'est une activité incontournable désormais. Et effectivement, pour élargir un petit peu le territoire autour de Bergerac, on va parler du Bergeracois, on compte à peu près 18 000 lits touristiques, ce qui est important. Oui. Ça équivaut parfois à d'autres départements tout entiers. Ces lits se répartissent de manière un petit peu hétérogène dans les différents modes d'hébergement que vous avez cités. Il y a un hébergement qui est devenu presque un stéréotype en Dordogne, c'est la chambre d'hôte, avec beaucoup d'implantations dans toutes les catégories, sachant que ça n'est pas forcément un mode d'hébergement systématiquement abordable. Il y a parfois des chambres d'hôtes très luxueuses, donc il faut bien regarder et savoir ce que l'on cherche. L'hôtellerie traditionnelle que nous proposons a elle aussi une gamme qui va de l'hôtellerie économique jusqu'aux 4 étoiles. Nous avons de très beaux établissements de luxe, notamment le château des Vigiers, la Chartreuse du Bignac et le château Les Merles dans l'environ de Bergerac, notamment avec des parcours de golf qui sont associés. Donc il y a de quoi satisfaire la plupart des attentes, sans parler évidemment des très nombreux campings de plus en plus avec des chalets, des mobil-homes, des bungalows et un parc de location de vacances, de gîtes si vous préférez, qui est énorme. Donc là on a un potentiel d'accueil très important sur la région. Vous me disiez tout à l'heure que l'Office de tourisme organisait des visites guidées, c'est ça? Oui. Et des activités, vous organisez des activités aussi? Alors, on n'est pas organisateur d'événements, par contre, nous sommes l'équivalent, si vous voulez, d'une agence de voyage. Donc nous sommes en mesure de proposer aux personnes qui voudraient venir en séjour dans la région des formules forfaits, ce qu'on appelle des packages dans notre jargon, qui correspondent d'ailleurs à une tendance nouvelle de consommation touristique, à savoir une décision prise quasiment au tout dernier moment, disons le jeudi pour le week-end qui suit. Et grâce à Internet, on est en mesure de proposer ces formules intégrant une base d'hébergement avec de la restauration, plus quelques visites incluses, notamment de propriétés viticoles et puis de châteaux historiques. Nous sommes, si vous voulez, donc en mesure de proposer ce type de formule pour des séjours de courte durée notamment. Voilà ce que nous proposons en termes d'organisation. Alors justement, vous avez un site internet, vous allez nous donner les coordonnées? Oui, il s'agit de bergerac-tourisme, donc www.bergerac-tourisme.com. Est-ce que vous avez un message adressé aux auditeurs de Fréquence Évasion? Oh, mais j'en ai beaucoup de messages adressés aux auditeurs, mais si je devais en garder qu'un seul, c'est de dire qu'il fait un temps merveilleux, que l'eau est toujours aussi bonne, parce qu'on n'a pas parlé des nombreux points de baignade qui existent dans la région. Allez-y. Et donc beaucoup de lacs, beaucoup de plages en rivières et puis des piscines partout. Évidemment, très souvent, les maisons à louer sont équipées de piscines. Donc un très beau temps qui perdure jusqu'à la fin du mois d'octobre sans aucun problème, et notamment tous les sites touristiques qui sont très ouverts et dynamiques jusqu'à ces périodes-là. S'il fallait éviter une saison, on dira que c'est le mois de décembre, le mois de janvier, parce que là il fait un petit peu plus comme partout. Mauvais temps, comme partout. Par contre, très belles conditions de printemps à partir de début avril, et je recommande en particulier le mois de mai qui est tout à fait remarquable dans nos régions.
S'il y a des amateurs de vin, la période des vendanges reste aussi très très intéressante et pourquoi pas participer aux vendanges elles-mêmes, ça peut être une expérience très amusante et très intéressante. Donc le message c'est nous ne sommes pas une destination purement estivale, mais nous vivons toute l'année, nous accueillons toute l'année de très nombreux visiteurs en provenance de France bien sûr, mais aussi de beaucoup de pays européens et plus éloignés encore. Une ambiance assez conviviale, on va dire. Oui, je crois que c'est ce qui peut caractériser effectivement ce qu'on appelle l'art de vivre en Périgord, avec une importance que vous imaginez dévolue à la gastronomie et au bien vivre et au bien boire évidemment, en toute raison gardée, mais c'est ce qui caractérise effectivement notre région, une douceur de vivre, une gentillesse et un accueil spontané. Et en plus, pour les touristes qui sont là pour un mois, par exemple, je sais qu'on prend plus des vacances comme avant, mais on peut faire des escapades, on n'est pas loin finalement de la mer, on n'est pas loin de... C'est vrai que c'est un atout que nous proposons en outre, c'est-à-dire d'être au cœur déjà d'un triangle d'or que l'on pourrait dire Périgueux, Sarlat, Saint-Émilion. Vous voyez déjà de quoi meubler pas mal de journées d'excursion. Une fois qu'on a largement découvert le Bergerac-Corps, on peut, dans un rayon d'une heure, découvrir de très nombreuses merveilles dont la plupart sont classées au patrimoine de l'UNESCO. Bordeaux, 1h15, et quand on sait ce que Bordeaux est devenu ou redevenu, c'est une destination extraordinaire. Quant à gagner l'océan, vous devez compter 1 heure de plus encore, donc disons 2h30 depuis Bergerac pour être dans les rouleaux de l'Atlantique. Eh bien, merci d'avoir participé à cette émission et à très bientôt. Je vous dis merci à mon tour et à très bientôt aussi. Au revoir. Fréquence Évasion.